Bien, donc l'aromathérapie, il y a plusieurs définitions de l'aromathérapie. Il y a l'aromathérapie scientifique, hein, donc celle qui va utiliser la relation structure-activité. J'ai telle molécule qui est censée avoir telle activité. Et donc, du coup, en regardant la liste des ingrédients, si on veut, la liste des molécules contenues dans l'huile essentielle, je vais avoir une idée des utilisations possibles. Ensuite, il y a d'autres visions des huiles essentielles, d'autres visions de l'aromathérapie qui vont avoir aussi une autre vue au-delà de l'utilisation purement biochimique. Mais scientifiquement, c'est ça la définition. Et l'huile essentielle, alors, c'est quoi? Ben, c'est un produit qui est très complexe, extrêmement complexe. Ça peut contenir de quelques dizaines à quelques centaines de molécules chimiques différentes. Et ça, c'est très important pour vous à prendre en compte parce que si vous commencez à vous intéresser de plus près aux huiles essentielles, vous allez voir qu'on parle des propriétés des phénols, des aldéhydes, que sais-je. Et puis, on va avoir certaines propriétés ou alors certaines contre-indications, etc. Il ne faut pas forcément les transposer directement comme ça dans l'huile essentielle. Il faut prendre du recul parce qu'une huile essentielle n'est pas qu'un ester, n'est pas qu'une aldéhyde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche du coup, parce que les activités, des fois, sautent par palier, ça se potentialise. Et ici, vous voyez, je vous ai donné quelques ratios quand même pour que vous voyez un petit peu les quantités qu'il faut utiliser pour obtenir un petit peu d'huile essentielle. Si on parle de quelque chose qui est très rentable comme le girofle, donc 100 kg de girofle, environ 14 kg d'huile essentielle. Mais quand on parle de girofle, on parle, vous savez, des bourgeons floraux. Hein. C'est quand même minuscule, mine de rien, il faut les cueillir. Hein. Et pour arriver, vous voyez, pour la rose, puisqu'on parlait de la rose, tout en bas là, il faut 4 tonnes de pétales de rose pour avoir environ 1 litre d'huile essentielle. Et vous savez ce que cela veut dire en termes de surface? C'est 1 hectare. Donc on ne s'étonne pas par la suite que cela coûte aussi cher. Ça, il faut vraiment, vraiment avoir en tête hein, à quel point il faut des grosses quantités parce que les huiles essentielles se trouvent du style, quand tout va bien, à 4% dans la matière. Il faut la ramasser. Hein. Et des méthodes rapidement pour vous dire, donc on va avoir la distillation, la plupart du temps c'est ça. Et pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? Parce que en fonction de la manière dont la distillation est menée, ça peut jouer énormément sur la qualité de l'huile essentielle, parce que c'est là où je veux en venir, moi, en fait. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est simple, mais voilà, si on avait 2 heures, 3 heures, j'entrerais avec plaisir dans les détails. Mais c'est parce que, vous savez, la chaleur, si la personne, le distillateur, va conduire une distillation à une température trop importante, il va détruire l'huile essentielle. S'il met une pression trop importante, il va détruire l'huile essentielle. Évidemment que comme ils sont payés au kilo, c'est normal les pauvres qu'ils veuillent produire un maximum et le plus rapidement possible. Le problème qui se pose, que la qualité ne sera pas la même du tout. Et ça, des fois, à l'odeur, on sent quand une distillation a été conduite à une distillation trop forte. Là, elle perd de sa subtilité, de sa richesse, de sa complexité. Ensuite, donc la plupart des huiles essentielles s'obtiennent de cette manière-là, par la distillation. Il y a aussi certaines qui s'obtiennent par expression. D'ailleurs, là, on ne va plus parler d'huiles essentielles, on va parler d'essence. Et c'est le cas des agrumes. Les agrumes, en faisant la distillation, on détruit. On trouve des huiles essentielles d'agrumes, mais c'est beaucoup moins intéressant, je trouve, parce qu'on utilise la chaleur et ce n'est pas bon pour les molécules qui sont dans les agrumes. Donc on va utiliser l'expression. Vous voyez, ce système-là de presse, on brise mécaniquement les poches à essence. Donc normalement, pour les agrumes, on va parler d'essence. Ensuite, il y a l'enfleurage. Ça se faisait beaucoup et c'est d'ailleurs la méthode la plus ancienne d'obtention des huiles essentielles. Quand je vous parle des Égyptiens, etc., eux, c'est de cette manière-là qu'ils procédaient, où on va mettre des fleurs en contact avec un corps gras.
Et le corps gras va absorber les parfums, les odeurs, et ensuite, soit on utilise la pommade en tant que telle, parfumée, ou alors avec de l'alcool actuellement, ou alors un solvant autre, on va extraire les molécules odorantes et séparer le corps gras. Actuellement, ils sont obligés de faire ça pour des plantes qui contiennent très très peu, des quantités très très faibles de molécules odorantes, telles que le jasmin, la rose, le mimosa, la violette, la tubérose, la fleur d'oranger, la jonquille. Vous voyez, ça contient de si faibles quantités qu'ils sont obligés de faire comme ça. Mais là encore, je ne peux pas vous décrire, ce sont des procédures qui durent des semaines de manipulation très difficiles, très laborieuses, qui nécessitent une main-d'œuvre juste ahurissante pour obtenir à la fin donc les huiles essentielles à partir de cette manière-là. Il y a deux manières encore là aussi, à chaud, ça veut dire que pas au-delà de 40 degrés, hein, ou alors carrément à froid, parce qu'il y a des plantes, des fleurs qui sont tellement fragiles qu'il ne faut même pas chauffer à 40 degrés. Hein. Donc pour elles, c'est vraiment à froid. Par exemple, pour le jasmin, quand vous achetez de l'absolu de jasmin, c'est obtenu de cette manière-là. Et là, c'est à température ambiante. Donc vous imaginez le temps qu'on doit passer encore plus. Hein. Ensuite, une autre manière d'obtenir les huiles essentielles, c'est l'incision. Ceci est valable pour certains arbres qui, lorsqu'ils sont blessés, vont sécréter un lait. Et donc les personnes qui vont récolter vont venir et faire des incisions volontairement dans l'écorce de l'arbre qui sécrètent ces substances-là, ce lait, pour se défendre, pour cicatriser. Et puis ensuite, une semaine plus tard, ils vont venir, ils vont racler, et puis c'est ça qui va être distillé. C'est le cas pour l'encens au Liban, c'est le cas pour la myrrhe, c'est le cas pour la térébenthine. Là encore, ce sont des procédés qui sont très anciens. Mais vous imaginez, c'est quand même un stress aussi pour l'arbre. Hein, donc on ne peut pas se permettre de le faire de manière trop fréquente. Hein. Et une nouvelle manière d'obtenir des essences, des extraits parfumés, c'est l'utilisation du dioxyde de carbone supercritique. Mais là, vraiment, c'est plutôt pour les parfumeurs. À la place de l'eau, on va envoyer du dioxyde de carbone. Mais là, c'est pas... Et puis, il y a d'autres modes que je passe. Donc, pour les critères de qualité, c'est ça que, en fait, c'est pourquoi tout ce dont j'avais parlé jusque-là. Il faut vraiment avoir en tête une chose. Les molécules chimiques de synthèse, ce sont des corps inerts. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est sans vie. Une huile essentielle, si elle est obtenue dans les bonnes conditions, si sur tout le chemin jusqu'à chez vous, tout a été fait de manière respectueuse, ce que vous recevez, c'est un être vivant avec lequel c'est une relation que vous créez. Et du coup, son impact sur votre santé physique et émotionnelle sera extrêmement important. Donc, si vous achetez une huile essentielle qui a été obtenue dans des conditions n'importe lesquelles, une distillation sans faire attention, etc., il ne faudra pas se plaindre, il ne faudra pas dire « Ah non, mais ça ne marche pas ». Ben, c'est normal, c'est mort, ça ne peut pas marcher. Ce sont des molécules chimiques, alors autant ne pas, être écologique et acheter une molécule chimique, soyons logiques. Quand on veut être dans l'utilisation, dans l'emploi, dans le partenariat avec une huile essentielle, je vais choisir des huiles de qualité. Et ce n'est pas nécessaire du coup d'utiliser de grosses quantités. Des petites quantités vont suffire parce que ce sont des produits vivants avec un taux de vibration extrêmement important qui va nous donner à nous, vous voyez, cette capacité d'auto-guérison. Voilà, donc
En ce qui concerne les critères de qualité, c'est très important à avoir en tête l'espèce botanique. L'espèce botanique, ça veut dire que je ne vais pas acheter de la lavande ou de la sauge, par exemple, de la sauge. C'est pas suffisant parce qu'il y a la sauge officinale, il y a la sauge sclarée. Donc il faudra toujours regarder le nom latin, ok? Parce que ça donne. Et même ce n'est pas suffisant, parce que derrière le nom latin, on va voir tout à l'heure pour les teints, il y a un chémotype, à savoir à travers des procédures, donc chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse, etc., on va voir quelles sont les molécules qui font partie de cette huile essentielle. Et justement, la même plante, là dans l'exemple qu'on va voir nous tout à l'heure, c'est le thym, selon l'endroit où il est cultivé, selon les conditions dans lesquelles il est cultivé, il va davantage créer une molécule qu'une autre. Et les différences peuvent être vraiment très importantes. Donc le simple fait de dire du romarin, de dire du thym, ce n'est pas suffisant. Parce que je peux avoir des différences extrêmement importantes. Du coup, il faudra regarder aussi où ça pousse. Parce que, par exemple, puisqu'on parlait du romarin, le romarin, dans le Var, en bord de mer, ça contient du camphre. Le camphre, je ne sais pas si vous savez, c'est une cétone bornéone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est chouette hein, pour des douleurs musculaires, etc. C'est un très bon décontracturant. Mais d'un autre côté, c'est neurotoxique. Donc, il y a des grandes catégories de la population qui ne pourront jamais utiliser. Et même ceux qui peuvent utiliser, c'est dans des petites quantités, on ne va pas diffuser, etc. Ensuite, en Corse, on va avoir du romarin à verbenone. C'est encore une cétone, sauf que ça n'a rien à voir avec le camphre. C'est une cétone qui, elle, n'est pas neurotoxique et qui va avoir des activités pour protéger la cellule hépatique, la cellule du foie. Vous voyez la différence? C'est énorme. Ou alors ça va être cicatrisant, ça va être lipolytique, etc. Et ensuite, vous avez le romarin à cinéole. Donc là, c'est encore autre chose parce que ça va être anti-infectieux, ça va être expectorant. Romarin. Et là, j'ai pris un exemple, je pourrais vous en donner plein. Vous voyez, donc regardez aussi le chémotype. Le mode de culture est important. Le stade de développement botanique, ce n'est pas la même chose de prendre une plante avant ou après la floraison. On n'aura pas du tout les mêmes choses. L'organe que l'on va sélectionner, par exemple pour la cannelle, on peut prendre l'écorce, on peut prendre les feuilles. Ce ne sont pas les mêmes molécules, ce n'est pas la même chose. Pour l'oranger amer, on peut prendre le zeste et on fait l'orange amer. On peut prendre les bouts des rameaux avec les fleurs et ça va être le petit grain de bigarade. On peut prendre les fleurs tout simplement, ça va être l'huile essentielle de néroli. Donc vous voyez, c'est pas suffisant que de dire oranger là non plus. Donc voilà, c'est ça que je voulais sur quoi je voulais vous attirer l'attention. Allez, donc vous voyez sur un flacon, c'est important que toutes ces choses-là soient précisées. Ou si ce n'est pas précisé, j'ai mis ici Pranarum parce que j'ai vu, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est pas parce que je fais de la pub pour qui que ce soit, hein, que ce soit clair. Voilà. Donc il faut que ce soit précisé le nom latin, le chémotype, la provenance, l'organe distillé. Tout ça, et les principaux composants. Et ça, c'est toujours mis sur les... Ça doit être. Ou alors, si ça ne l'est pas, il faut que le producteur puisse vous les fournir. Il y a des exceptions à cela, mais pour ceux qui débutent, je ne le conseille pas. Il y a des petits producteurs qui font des pures merveilles. Mais vraiment des pures merveilles. Mais là, il faut connaître. Il faut qu'il y ait une éducation au niveau du nez pour pouvoir vraiment savoir ce qu'il y a dedans et que c'est des bons produits. Mais sinon, quand on débute, c'est très important de pouvoir avoir accès au moins aux constituants majoritaires. Et là, j'ai un autre exemple. Vous voyez, c'est pareil, c'est très important. Là aussi, on va passer parce que ce que je vous ai mis ici, c'est l'aromatogramme. Vous avez entendu parler de l'antibiogramme.
ce qu'on peut faire lorsqu'on a une infection urinaire et puis pour voir si voilà. Et bien sur les mêmes critères, on fait un aromatogramme. Et les aromatologues peuvent demander à ce qu'on le fasse. Il y a quelques laboratoires qui le font pour voir quelles sont les huiles essentielles les plus efficaces pour telle bactérie, pour tel champignon, pour tel voilà. On peut le faire. Donc là, je vous en ai parlé. Et du coup, la qualité. La qualité industrielle standard, non. Franchement, si on veut se soigner, je vous la déconseille parce que je n'ai aucune certitude quant à la qualité de l'huile essentielle. Le minimum à demander, c'est qu'elle soit au moins 100% pure et 100% naturelle, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais vous savez, c'est cher. Ce sont des produits qui sont chers. Donc, on trouve de tout. Il y a des fabricants, des commerçants, etc., qui vont des fois enlever des molécules qui peuvent être vendues, par exemple, à des parfumeurs très chers. Et du coup, après, ils vendent l'huile essentielle. Mais est-ce que c'est la même? Je suis désolée, je dis non. Ce n'est plus la même huile essentielle. Ou alors, ils rajoutent des choses pour que ça ait plus de volume, pour que l'odeur soit différente. Ou alors, ils redistillent. Vous voyez, il y a plein de choses. Là encore, je n'ai pas le temps. Mais il y a énormément de possibilités pour eux de modifier l'huile essentielle. Or, si on veut parler d'huile essentielle, c'est au moins 100% pur, au moins 100% naturel. Ça veut dire qu'on ne lui a rien rajouté, on ne lui a rien enlevé, on ne l'a pas redistillé, au moins ça. Et dans l'idéal, c'est aussi une huile qui est chémotypée et qui répond totalement au cahier de charge. Ça veut dire tout ce dont on a parlé avec la bonne méthode de récolte, avec la bonne méthode d'obtention, de conservation, etc. etc. Donc là, ça répond à ce que je vous disais. Là, on va passer parce que vraiment, nous n'avons pas le temps. Pour la conservation, rapidement, si je vous parlais de Toutankhamon, hein, mais bon, dans nos appartements actuellement, les conditions ne sont pas comme celles dans la pyramide de Toutankhamon. Donc, on ne va pas les conserver autant. Ce qui fait que, en fait, ils sont plus ou moins obligés de mettre des dates de péremption sur les flacons, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout, s'il vous plaît, ne jetez pas vos huiles essentielles, même si elles sont périmées. D'accord? Sentez-les. La première chose à faire, c'est éduquer l'odorat pour voir quelle est la vraie odeur de l'huile essentielle, ok? Si tout va bien. Et puis si l'odeur a tourné parce que les conditions de conservation ont été mauvaises ou alors vous vous êtes trompé sur l'achat, etc., utilisez-les dans les produits d'entretien. Les huiles essentielles, surtout ne les jetez pas, c'est dommage. C'est vraiment... Moi, ça me fait mal au cœur que d'y penser. Voilà, donc après, comment les conserver? Parce que sinon c'est vite fait de les abîmer. Donc à l'abri de la lumière, parce que la lumière va oxyder les molécules. C'est très facilement oxydable. À des températures, ça se conserve plutôt bien, entre 0 et 35 degrés. Là j'ai marqué 40, mais voilà, c'est vraiment la limite supérieure. Ça peut avoir des pics à 40, mais pas de manière... voilà. Sauf pour les essences, donc les agrumes, qui se plaisent très bien dans le bac à légumes du frigo. Vous savez, parce que là, ça se conserve moins longtemps, ça s'abîme plus facilement. Sinon, c'est 5 ans à peu près pour les huiles essentielles, de manière générale. Pour les huiles lourdes comme cannelle ou girofle, on peut aller à 10. Mais si c'est dans de bonnes conditions, on peut vraiment aller très loin, même avec celles qui sont moins denses que l'eau. Mais vraiment à condition de bien les garder. Les flacons debout, parce que si vous les mettez couchés, ça va ronger le plastique. C'est très puissant, hein, une huile essentielle, hein, les molécules qui sont dedans. Et puis ensuite, ça va s'évaporer, etc., etc. Donc, voilà. Jamais laisser à portée des enfants, ça c'est encore une autre chose. Pour les précautions,
au départ, vaut mieux travailler, c'est ce que je dis dans mes formations, au moins, vaut mieux travailler avec 3 huiles essentielles que vous connaissez, plutôt que de vous laisser emballer dans la joie d'utiliser des huiles essentielles et prendre encore une et encore une et encore une que vous ne maîtrisez pas. Donc vraiment, familiarisez-vous, commencez avec des huiles qui sont faciles d'emploi, d'accord, et apprenez un maximum à ce qui les concerne. Utilisez-les, testez-les, et une fois que vous connaissez suffisamment sur cette huile-là, rajoutez, mais pas avant. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, comme toujours, hein, donc allez-y pas à pas, c'est vraiment très important. Faites très attention pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes ayant eu des antécédents de convulsions. Puisque vous allez beaucoup utiliser un diffuseur, ne diffusez jamais en présence de ces personnes-là. Vous diffusez, vous arrêtez le diffuseur, et ensuite la personne peut rentrer. Ne diffusez jamais pendant plus d'une demi-heure, jamais. Et puis faites aussi attention parce que les huiles essentielles ont un point éclair, tiens, j'ai sauté quand même les propriétés physiques et c'est important, ont un point éclair qui peut être entre 25 et 80 degrés. Ça veut dire quoi? C'est le point d'autocombustion d'une atmosphère saturée. Ça veut dire que si j'ai une huile essentielle d'un conifère, d'épinette noire par exemple, et je diffuse ça, et c'est saturé là dans nos ambiances, je vais craquer une allumette, ça peut faire boum. Donc c'est pourquoi aussi on va faire très attention à ne jamais saturer une atmosphère avec une huile essentielle, d'accord? Et il y a des huiles essentielles photosensibilisantes. Je vous ai mis ici la liste. On dit grosso modo, c'est les agrumes. C'est vrai et ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des agrumes qui ne le sont pas. Et à côté de ça, il y a d'autres qui ne sont pas des agrumes qui le sont. D'ailleurs, vous voyez, j'ai marqué ici avec quatre petites étoiles, la verveine citronnée. Une huile qui est délicieuse, qui est géniale, que je vous... Voilà. Mais il faut faire très attention parce que si on l'applique sur la peau, on n'a pas à sortir dans les 12 heures. Enfin, on n'a pas à s'exposer au soleil ou alors aux UV dans les 12 heures qui suivent. Évidemment, si on a mis un écran total, si on est couvert, on sort. Hein, et c'est pas... Mais c'est phototoxique. Et vous voyez, en tant qu'agrume, il y a la bergamote qui est très photosensibilisante. Et puis ensuite, un peu moins, mais ça reste quand même très puissant, le cumin, l'angélique, donc encore deux, pas agrumes, cumin angélique, un peu moins citron pamplemousse. Quant aux mandarines et à l'orange, ils ne sont pas photosensibilisants. Voilà, et puis quoi faire rapidement s'il arrive quelque chose? Les huiles essentielles sont solubles dans les huiles, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, si vous avez appliqué sur la peau une huile essentielle qui est dermocaustique comme la cannelle, c'est avec une huile que vous l'enlevez. Donc, vous prenez avec un coton de l'huile et vous nettoyez bien la peau avec de l'huile. Parce que l'eau ne parviendra pas à l'enlever. Dans l'œil, pareil, hein, une compresse avec mais je ne vous conseille vraiment pas de mettre de l'huile essentielle dans l'œil. Hein, parce que là, oups, hein, ça fait mal. Quant à l'ingestion d'une grosse quantité d'huile essentielle, ça, vous savez, quand j'ai écrit un livre sur les interactions médicamenteuses et je me suis intéressée aussi aux huiles essentielles. Je peux vous dire que les centres d'antipoison ne connaissent pas beaucoup de cas d'intoxication par voie orale, parce qu'essayez d'avaler un flacon d'huile essentielle, vous verrez. Déjà prendre 3 gouttes, oups, c'est compliqué. Mais bon.